Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo aux nombreux problèmes techniques. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question: est-ce que la psychologie c'est une science? Parce que j'entends des choses extrêmement aberrantes. Par exemple, on ne peut pas faire d'études en fait ou d'expériences psychologiques qui soient éthiques, alors qu'il y en a des milliers, si pas des centaines de milliers. Les gens en soi ont beaucoup de confusion, beaucoup de stéréotypes par rapport à la psychologie et s'il y a des gens aussi qui confondent la psychologie avec la psychanalyse, qui pensent que c'est impossible de faire un protocole scientifique en psychologie alors que c'est absolument faux, qui pensent qu'il y a des gens qui sortent des trucs de leur chapeau comme ça et qui répondent c'est ta mère à chaque fois que tu leur poses une question ou que tu leur dis quelque chose sur toi. Bref. J'ai envie de sortir un petit peu de tous ces clichés, aussi de permettre plus de lisibilité sur c'est quoi les différents types de psy, de quoi je vais parler spécialement. J'adore quand il y a des motos qui passent comme ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite, je m'en excuse si jamais c'est le cas, mais voilà. Du coup, apporter un petit peu de clarté par rapport aux différents types de psy, répondre à cette question, vulgariser aussi certains concepts. D'ailleurs, je vais vulgariser, du coup, je vais très certainement faire d'énormes raccourcis. Donc s'il vous plaît, évitez de me mettre des commentaires de 4 km avec énormément de précision sur quelque chose que j'aurais mis, admettons, 3 à 6 heures à apprendre et à ce qu'on me l'explique et que je vais restituer en approximativement 20 secondes. Voilà, très certainement qu'il y a des gros raccourcis, donc on va essayer d'éviter de me faire perdre du temps et d'éviter aussi de vous faire perdre du temps à écrire ces commentaires avec finalement des informations que je connais certainement. L'idée c'est juste de répondre en fait à des gens qui n'y connaissent absolument rien, et si vous connaissez beaucoup de choses là-dessus, c'est très bien pour vous. Après vous pouvez partager des informations supplémentaires, hein, c'est pas ça que je dis, hein, mais voilà. Donc l'idée c'est ça, et je vais certainement aussi parler un petit peu de mes cours, voire des disciplines, etc., des sous-disciplines qu'il y a dans la psychologie, aussi pour apporter plus de clairvoyance aux personnes qui voudraient s'orienter vers du coup la psychologie. Voilà, du coup on commence tout de suite. Donc les différents types de psy. Donc ici je vais parler exclusivement donc de la psychologie clinique. C'est-à-dire ce qu'on s'imagine le plus souvent quand on pense à un psy. Il y a différentes sous-domaines, sous-disciplines dans la psychologie sociale, la neuropsychologie, plein de choses comme ça, la psychologie cognitive. Ouais, on va pas parler de ça ici, ou très très peu, mais voilà, en tout cas, il y a plein de façons finalement d'exercer la psychologie et de s'intéresser du coup à des domaines qui sont très variés, et t'as pas besoin, en fait, pour être psychologue, d'être devant des gens, tu peux être chercheur, tu peux t'intéresser à d'autres choses, mais voilà. Donc ça, c'est dit, mais on va pas trop en parler ici pour pas que ça dure 4 heures. Dans un premier temps, un psychologue, c'est quelqu'un qui a un master de psychologie, c'est-à-dire qui a fait 5 ans sur les bancs de l'université. C'est tout, c'est quelqu'un du coup, souvent les gens quand même s'imaginent assez bien ce que c'est-à-dire que tu vas voir un psy, donc soit dans un hôpital, soit à son propre cabinet, et t'as un entretien avec lui et il va potentiellement te diagnostiquer quelque chose, potentiellement du coup t'orienter vers un psychiatre pour qu'il te donne un traitement, ça dépend du truc, voilà, bref. Du coup, il va y avoir une forme de suivi dans tous les cas, et il va y avoir du coup un dialogue surtout avec cette personne. Voilà, l'idée c'est ça, genre tu t'attends pas à ce qu'il te déshabille et qu'il t'ausculte, ça se passe pas comme ça, mais bon. Bref, du coup, ça, donc, c'est pour le psychologue, donc en 2 mots, avec énormément d'approximation, mais voilà. À côté de ça, du coup, un psychologue n'est pas un psychiatre. Un psychiatre, c'est un mec, du coup, qui a fait médecine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun cours de médecine en psychologie. Moi, je fais de la bio, de la physio toute la journée. Je fais des matières scientifiques toute la journée. C'est pour ça que j'ai envie de m'arracher les cheveux quand on me dit que la psychologie n'est pas une science. Genre, la moitié de mes matières n'existe pas, en fait, pardon. Mais voilà, on va en parler, hein. Mais bref, du coup, tout ça pour dire, c'est un mec qui est médecin, en fait, et qui s'est spécialisé dans la psychiatrie, donc qui est passé par un internat, donc 4 ans, de psychiatrie. Donc voilà, 10 ans d'études. Donc médecine, 6 ans, et 4 ans, donc de psychiatrie. Très bien. Et à côté de ça, donc on a tout ce qui est thérapeute. Donc un psychothérapeute ou un thérapeute,
ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était un terme qui n'était pas protégé, et je crois que depuis 2013 ou à peu près, ça l'est. Et maintenant, du coup, pour dire qu'on est thérapeute, il faut avoir fait une licence de psychologie, c'est-à-dire 3 ans. Concrètement, tu n'as pas fait de stage nécessairement, ou peu, tu n'es pas psy, très, très sérieusement. Même à la fin d'un master, je veux dire, c'est tellement complexe, tellement diversifié, que même à la fin d'un master, tu peux pas vraiment considérer que tu es professionnel, que tu es psychologue. C'est mieux du coup de faire une formation complémentaire ou quoi, ou de faire différents stages, et voilà. Mais bref, en tout cas pour moi c'est vraiment une arnaque en fait de dire qu'on est thérapeute. Mais voilà, parce que c'est juste quelqu'un qui a fait 3 ans d'études, et du coup qui sont des études générales, parce que au master du coup tu vas te spécialiser. Voilà pour ça. Et ensuite, donc on a un psychanalyste. Donc en France, on a une tradition psychanalytique. Donc c'est-à-dire que, si tu veux, il y a différents courants en psychologie. Le courant de ma fac, donc c'est un courant donc, qui est, on va dire, cognitiviste incarné. Ça veut dire que, très basiquement, avec énormément d'approximations toujours, en gros, genre, le cerveau, ça fonctionne à peu près comme un ordinateur, et du coup, c'est incarné dans le sens où on se base, du coup, sur des notions de neuroanatomie, du coup, qui sont dans ton cerveau. Voilà. Donc ça, c'est basiquement l'approche de ma fac. Voilà. Donc, en gros, qu'on fonctionne un petit peu comme un ordinateur. Et il y a du coup, les approches varient selon les facs. Du coup, c'est très important de regarder quelle est l'approche de ta fac. Enfin, de toute façon, en fait, tu vas vite le remarquer. Et du coup, la psychanalyse, c'est une de ces approches. C'est une approche, donc tout le monde voit à peu près ce que c'est la psychanalyse, en mode, oui, du coup, c'est ta mère, ça vient de l'enfance, etc. C'est totalement, en fait, une pseudo-science. Il n'y a aucune postérité en fait dans le domaine en fait des sciences dures à la psychanalyse. Les psychanalystes refusent en fait qu'on évalue l'efficacité de leur méthode, et que dire de plus, l'approche de Freud et l'approche en fait psychanalytique est souvent basée du coup sur quelque chose l'idée c'est que l'adulte est malade de son enfance, et du coup on va essayer de chercher la source à la maladie, sauf que c'est pas parce que tu connais la source d'une maladie que c'est pas parce que tu sais pourquoi t'es malade que ça va changer quelque chose. Par exemple, tu peux savoir pourquoi t'as un cancer du cerveau, c'est pas pour ça que t'as moins un cancer du cerveau en fait. Voilà, donc c'est pas incroyable comme c'est une analogie, mais bon, en fait, ça change pas grand-chose. Et par exemple, savoir pourquoi t'as une phobie, ça change rien au fait que t'as une phobie. Et t'as pas besoin de savoir pourquoi t'as une phobie pour la traiter, par exemple. J'ai pris un trouble qui est très courant et qui est très facile à soigner, d'ailleurs. Si jamais vous avez une phobie, n'hésitez pas à consulter, ça se soigne bien. Bref. Et à côté de ça, donc tout ça pour dire que oui, l'idée c'est qu'on va beaucoup s'inspirer de l'enfance, alors qu'à côté de ça, genre Freud a fait 2 observations en fait d'enfants dans toute sa carrière, qui est le cas du petit Hans et du jeu de la bobine. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Je pourrais parler de la psychanalyse très longtemps, mais tout ce que j'ai envie de... Enfin, si je résume en fait juste ma position par rapport à la psychanalyse n'est pas de la science, la psychanalyse n'est pas du coup de la psychologie, et ce n'est pas de ça dont je vais parler. Donc je vais pas parler d'un mec qui te laisse parler longtemps et après qui va faire des interprétations sur ce que tu dis. Ce n'est pas en fait le travail d'un psychologue. Un psychologue, effectivement, tu vas lui parler, mais en gros, il a appris énormément de critères diagnostiques des différentes maladies psychologiques. Et le fait, du coup, que tu vas parler à cette personne, ça va lui permettre de réaliser ce qu'on appelle donc un diagnostic différentiel. Donc de savoir si, admettons, genre, tu lui dis que tu fais des attaques de panique, donc des crises d'angoisse, comme on dit dans le langage courant, quoi. Et du coup, il va te poser différentes questions pour savoir si tu as un trouble panique, c'est-à-dire, par exemple, juste tu fais des crises de panique comme ça... et on ne sait pas pourquoi, voilà. Et ça se soigne aussi, hein. Voilà. Est-ce que tu as, admettons, un trouble anxieux généralisé ? Est-ce que tu es phobique de quelque chose en particulier ? Enfin, en fait, il y a plein de raisons, par exemple, typiquement, de faire des attaques de panique. Voilà. Et du coup, ça va lui permettre d'éliminer certaines choses et de savoir quel est le trouble principal et du coup, de travailler, en fait, sur ce trouble principal.
C'est tout. C'est pour ça qu'il te parle. C'est pas juste pour interpréter les choses, pour chercher la source de tout ça. Ça, c'est dans le cas où quelqu'un, du coup, aurait une maladie psychologique, un trouble psychologique. Mais ça peut, du coup, aussi marcher donc, pour toutes les personnalités, les troubles de la personnalité, ou même, il y a des gens, juste, des fois, qui vont pas très bien. Et du coup voilà, enfin... Là, en fait, moi, j'ai une approche qui est très pathologique, parce que c'est ce qui m'intéresse, mais il y a aussi des gens qui vont voir des psychologues juste parce qu'ils se sentent pas très bien, et pas dans le sens où ça rentre dans une classification quelconque. Voilà, juste ils se sentent pas bien, un peu tristes et tout, ils sont pas nécessairement dépressifs, ils sont pas nécessairement anxieux, il n'y a pas à les diagnostiquer, mais juste ils ont envie d'avoir un suivi, c'est aussi possible. Mais voilà, du coup la parole aura pas le même rôle. Mais voilà, c'est juste pour faire la différence entre du coup pourquoi un psychologue du coup va te parler, et après du coup ça va lui servir, et du coup on va aussi travailler souvent donc par le langage ou par d'autres façons de faire que je vais pas développer ici parce que c'est très long. Mais voilà, c'était juste pour faire la distinction avec la psychanalyse, où l'idée en fait ici c'est absolument pas d'interpréter, on n'interprète pas, et d'ailleurs on ne juge absolument pas ce que nous dit le patient, tout simplement. Jamais, et c'est absolument pas le but. On va pas s'attarder sur un mot et dire « Ah, vous avez dit ça, du coup... » Non, pas du tout. C'est absolument pas le but, du coup, du langage dans la thérapie. Voilà. Quand t'es pas psychanalyste, et pour moi, si tu es psychanalyste, tu es un charlatan, basiquement. C'est une position, en fait, qui est assez dure à tenir, parce qu'à côté de ça, voilà, il y a une vraie tradition psychanalytique en France. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça persiste en France. Mais voilà, il y a beaucoup de psychanalystes en France, et du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui ont consulté des psychanalystes et qui font confiance à la psychanalyse. Je vais pas nommer cette personne, mais il y a quelqu'un qui en parle sur YouTube, et au cours de ces vidéos, tu te rends compte que finalement, c'est quelqu'un qui avait juste une phobie. En l'occurrence, elle a la phobie de vomir, et elle a fait du coup des années de thérapie pour ça, alors que c'est quelque chose qui se soigne extrêmement bien, et il n'y a pas besoin d'autant de temps, etc., et qui est véritablement, du coup j'ai envie d'utiliser un terme psychanalytique, qui est véritablement névrosé par rapport à ça, et en fait, il n'y a pas à faire ça. Bref, donc tout ça juste pour faire la distinction entre la psychanalyse et la psychologie, et voilà, juste pour rappeler que c'est difficile en fait de dire qu'on se dissocie de la psychanalyse à des gens qui ont fait une psychanalyse et du coup qui ont confiance en ces méthodes-là, alors qu'en fait ils ont juste confiance en a suivi, et qui ont eu en fait une relation de confiance avec un professionnel finalement, et c'est pas forcément la méthode en soi, c'est quelque chose que finalement on peut un peu transposer à l'effet placebo. Bref, je vais arrêter de parler de ça. Tout ça pour dire que on va revenir du coup à la question principale de cette vidéo, qui est: est-ce que la psychologie du coup est une science? Parce qu'il y a aussi le fait, au-delà de la psychanalyse, est-ce qu'une conscience peut s'observer lui-même? C'est-à-dire qu'en science, on va partir du principe qu'on ne peut pas s'observer soi-même, et du coup que c'est totalement biaisé, et qu'on n'a pas qu'on ne peut pas, en fait, tout simplement. Sauf que en psychologie, ce qu'on observe, c'est pas la conscience, c'est le comportement. Et un comportement, c'est objectivable. On peut observer un comportement, on contrôle pas nécessairement nos comportements, et un comportement, ça peut être, ta quantité de sudation. Ça peut être les battements de ton cœur. Ça peut être plein de choses en fait très différentes qui sont tout à fait objectivables en fait, et que tu vas pas du tout contrôler. Ça peut être si on utilise un IRM fonctionnel, donc tout le monde voit ce que c'est un IRM, et du coup fonctionnel, ça veut juste dire qu'il va montrer les zones de ton cerveau qui sont activées. Voilà. Du coup, avec un IRM fonctionnel, tu ne contrôles pas les aires de ton cerveau en fait qui sont activées. Et pareil, c'est une façon du coup d'objectiver ça. Il y a plein de manières finalement d'observer le comportement et de recueillir du coup des données qui sont objectivables. Donc en ce sens, ça marche. On n'interroge pas la conscience de conscience à conscience comme le ferait la psychanalyse par exemple. Et du coup, il y a des vrais protocoles scientifiques qui sont élaborés par rapport à ça. On a l'outil le plus courant, et j'avoue que j'ai une petite réserve par rapport à cet outil en réalité, mais on va pas parler de ça ici pour pas que ce soit trop long, mais en gros on peut utiliser des questionnaires. Admettons un protocole en fait scientifique typique à la psychologie, est vraiment très classique. On va se poser la question: est-ce que le niveau d'anxiété a une incidence, un effet en fait sur les capacités de la personne. Les capacités, on va préciser, donc intellectuelles.
Voilà. Donc, on va prendre des sujets qui sont anxieux, des sujets qui ne sont pas anxieux. Donc, on a 2 groupes, on a des variables qu'on contrôle, voilà, comme dans n'importe quel protocole scientifique finalement. Et du coup, pour voir si ces personnes sont anxieuses, donc soit on peut juste les choisir comme ça, ou alors on peut leur faire passer du coup un questionnaire où elles vont décrire leurs symptômes, de façon à ce que tout le monde en fait ait exactement le même questionnaire et que toute chose soit égale par ailleurs. Voilà. Du coup, on a d'un côté du coup les personnes qui ont eu un score faible au test d'anxiété, du coup qui ne sont pas anxieux, et à côté du coup des personnes qui ont eu un score élevé, donc qui sont anxieux. Et du coup, à ces 2 groupes, on va leur faire passer du coup un test qui va évaluer en fait leurs aptitudes intellectuelles, genre un test de QI random, genre la WISC, voilà. Et après, on compare leurs résultats. C'est un protocole extrêmement simple, où il y a très peu de variables, où il y a assez peu de variables à contrôler, etc. Mais voilà, donc on peut avoir en fait des données avec ça. Et ça, c'est une expérience de psychologie. Et du coup, il y a plein de protocoles en fait expérimentaux qu'on peut faire en psychologie. Il y a des choses qui sont plus difficiles à évaluer. Il y a des protocoles avec beaucoup plus de variables. Et c'est pour ça du coup qu'on a des cours de méthodologie. Mais bref, tout ça pour dire qu'on peut observer des choses en psychologie et qu'on peut formuler des protocoles et qu'on peut faire des expériences et qu'il y en a plein en fait. Il y en a vraiment énormément et qui répondent en fait à ce... à des impératifs scientifiques. Même si, à côté de ça, donc je vous renvoie vers Gödel, si jamais vous connaissez pas. Voilà. Et l'idée, en fait, qu'il a, donc c'est un méta-mathématicien, enfin un mec qui fait des mathématiques. Genre, il philosophe là-dessus, genre. Et en gros, sa position, c'est que à partir du moment où tu es dans un système, donc typiquement, genre, t'essaies de t'observer toi-même, ou t'essaies de démontrer par les mathématiques que je sais pas, que tel théorème en fait est juste et valable, et bien à partir du moment où tu es dans ce même système, et bien on peut pas prouver de choses. Donc il y a des limites. Bref, ça c'est une vulgarisation très vulgarisée de sa position. Mais voilà. Donc l'idée c'est que on saura jamais tout en psychologie et même en sciences en général. Donc si jamais ça t'intéresse, l'épistémologie des sciences. Voilà, c'est une ref. Bref. Et du coup, on est conscient qu'il y a des limites à ça. Mais comme on saura jamais tout, du coup, dans à peu près n'importe quoi, comme il y a des théorèmes mathématiques qu'on pourra jamais vraiment démontrer non plus, en fait. Donc, c'est ça. Sinon, on va en venir du coup à un aspect un petit peu plus pratique. J'essaie du coup de tout condenser en une seule vidéo. C'est un peu... je sais du coup que mon argumentation peut être un peu limitée, mais j'essaie de faire au plus simple et au plus compréhensible par tout le monde. J'essaierai du coup de prendre le temps de développer par commentaire si jamais il y a des commentaires qui sont très pertinents, mais voilà. L'idée c'est de vulgariser ce qu'on peut faire et de donner une image en fait qui est juste plus réaliste de la psychologie. Mais bref, donc tout ça pour dire qu'on peut tout à fait avoir des données scientifiques, des choses qui sont empiriques et qui ne sont pas juste interprétatives, et on n'interprète jamais rien en fait en psychologie. On ne nous apprend pas à interpréter et on nous apprend véritablement des méthodes. Donc à la fois du coup j'ai des cours de méthodologie. Donc typiquement pour tout ce qui est variable, etc. Si vous faites des études de sciences, ça va vous parler. Et c'est pas forcément quelque chose que je vais spécialement développer ici parce que les gens que ça concerne comprennent et les autres c'est plus compliqué. Je vais pas faire une vidéo qui touche à ça, mais voilà. J'ai du coup des cours de physio, j'ai des cours du coup qui concernent le système nerveux. Je sais comment c'est fait la moelle, je sais qu'est-ce que c'est un neurone, je sais comment ça fonctionne. J'ai des cours sur les ions, je dois connaître les constantes. J'ai des cours sur l'homéostasie, j'ai énormément de statistiques en fait qu'on fait du coup ma première année et le premier semestre en fait de ma deuxième année de licence. J'ai fait des statistiques, du coup je posais les statistiques et du coup là on commence à utiliser un logiciel
donc où tu rentres en fait des lignes de code, où tu dis en fait au logiciel qu'est-ce que tu veux faire, et du coup là il faut respecter des priorités mathématiques, etc. Enfin en vrai, moi je trouve que c'est extrêmement simple et très ludique aussi. Mais voilà, du coup c'est le genre de cours que j'ai. On s'attend pas à ce que je fasse ça et c'est le cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai aussi beaucoup de cours qui consistent tout simplement à apprendre des expériences. Voilà. Tous mes cours du coup de psychologie du développement, c'est-à-dire donc on va s'intéresser au développement des fonctions chez l'enfant. Des trucs par exemple l'intelligence symbolique, donc le fait que l'enfant réfléchissent avec des symboles. Voilà, on va dire ça. Sur des objets qui sont pas concrets, tout simplement. Et ben, on va voir mille et une expériences là-dessus. Et ben, va falloir les connaître. Il va falloir connaître leurs protocoles, plus ou moins leurs résultats et surtout leurs conclusions et des choses comme ça. C'est pareil du coup pour la psychologie cognitive. Donc là, on va plus s'intéresser du coup à des fonctions comme la mémoire, comme comme l'attention. J'essaie de trouver des choses qui parlent à tout le monde et qui sont pas jargonneuses, mais voilà, du coup on va voir 1000 expériences sur comment fonctionne la mémoire, sur des protocoles pour voir en fait comment ça pourrait fonctionner, sur l'attention, etc. Pareil en psychologie sociale, donc là on va s'intéresser aux interactions, par exemple aux stéréotypes, aux discriminations, ce genre de choses, voilà. Et on va aussi voir plein de protocoles en fait scientifiques et plein d'expériences par rapport à ça, et va falloir les connaître, les comprendre et connaître les conclusions. Donc ça c'est surtout du coup ce que j'ai fait en L1 et ce que j'ai fait du coup au premier semestre, parce que du coup dans mon université au premier semestre on fait pas du tout la même chose qu'au deuxième semestre, ce qui n'était pas le cas dans mon université l'année dernière où c'était je sais pas, c'était à peu près la même chose, j'ai trouvé. Mais bref, du coup, il y a beaucoup de mes matières qui consistent à juste apprendre des protocoles expérimentaux et à les restituer et les comprendre et voilà, juste connaître l'expérience. J'ai du coup de la neuroanatomie, c'est-à-dire que je dois connaître en fait les aires cérébrales, je dois connaître comment elles communiquent entre elles, la logique en fait, ce qu'il y a par rapport à ça. J'ai un cours du coup qui concerne du coup la neuroanatomie mais chez l'enfant. Et en fait, pour le coup, on peut pas faire d'IRM chez l'enfant. Parce qu'en gros, je sais pas si vous avez déjà passé un IRM, mais il faut être... faut pas bouger. Concrètement, c'est ça l'idée. Et chez les enfants de moins de 7 ans, c'est très compliqué de pas bouger. Donc, on n'en a pas vraiment. Et enfin, je pense que c'est pour cette raison-là. Voilà, qu'on n'en a pas. Et du coup, c'est assez compliqué en fait de modéliser tout ça. Mais du coup, on a des cours de neuropsychologie par rapport à ça, où on essaie donc, pareil, où on explore différentes théories par rapport à ça, qui sont basées sur des données absolument empiriques et qui ne sont pas des théories tombées du chapeau, comme malheureusement ce que j'ai pu voir dans ma première année. Donc j'ai fait un podcast là-dessus, donc, où j'étais dans une fac qui était psychanalytique. Voilà, donc on avait aussi d'ailleurs des cours de statistiques, etc., mais, et du coup de sciences dures, mais on pouvait pas du tout faire de lien entre du coup les cours cliniques, où on va voir du coup les symptômes, en gros les troubles, si vous voulez, parce qu'on voit pas les troubles tout le temps, comme j'ai pu le dire, il y a beaucoup de cours qui sont juste du coup apprendre des expériences, ou faire des trucs scientifiques, genre des protocoles, genre de la méthodologie, voilà, genre apprendre comment fonctionne tel organe, et voilà, et comment fonctionne le système sympathique, parasympathique, plein de choses comme ça. Bref, donc j'ai juste des cours de bio et de sciences, voilà, tout simplement, et de neuroanatomie, etc. Voilà, et sinon, évidemment, il faut que j'apprenne, du coup, les fameux symptômes, que je les apprenne par cœur. Du coup, il y a une classification. En gros, t'as tel trouble, et du coup, ils sont hiérarchisés. Il faut que tu apprennes vraiment le premier symptôme, le deuxième, etc. Et que tu apprennes aussi à faire la distinction et aussi en pratique comment tu vas faire pour faire la distinction en fait entre certaines choses. Par exemple, j'avais une question d'examen où en fait je devais expliquer comment, admettons si j'ai un patient devant moi, comment je fais la distinction entre le deuil et la dépression. Voilà. Et du coup, d'un point de vue très pratique, qu'est-ce que je pourrais dire en m'appuyant du coup sur les critères diagnostiques que j'ai dû apprendre par cœur. Voilà.
Donc concrètement c'est ça, j'aurai aussi des cours de pharmacologie l'année prochaine, donc on va voir l'effet de certaines substances en fait sur le corps, sur le cerveau, donc bref. Donc tout ça en fait c'est juste des choses qui sont très concrètes, assez empiriques finalement. L'idée en fait de cette vidéo c'est vraiment de montrer que la psychologie évidemment n'est pas parfaite. C'est beaucoup plus facile de faire des études je pense sur des plantes, des objets en fait qui ne sont pas l'être humain, qui sont beaucoup plus faciles à observer d'un point de vue éthique et d'un point de vue tout simplement pratique en fait, où on peut juste le passer au microscope, tester des choses comme ça et voilà, et en avoir autant d'échantillons qu'on veut aussi, parce qu'il y a aussi plein de contraintes et qui évoluent beaucoup moins qui sont moins sensibles à l'environnement que ne peut l'être l'être humain, qui est quand même un sujet complexe, l'air de rien. Voilà, j'ai aussi des cours du coup sur la personnalité du coup normale, que j'ai pas encore d'ailleurs, et sur la personnalité pathologique, donc qu'on a commencé. Donc voilà, on voit en fait tous les troubles de la personnalité. Donc par exemple le trouble de la personnalité paranoïaque, et pareil on voit des différents critères. Beaucoup de choses qui ont à voir avec la psychologie de l'enfant, qui m'intéressent pas des masses, j'avoue, souvent parce que justement il y a une approche un petit peu psychanalytique. Voilà, mais concrètement c'est ce genre de choses. Je sais pas si ça aide tant les gens à voir ce que c'est. Si jamais tu es de ceux qui, je sais pas, était pas très frileux très friand de sciences durant ton secondaire. Moi je trouve que c'est très différent, c'est-à-dire que je me faisais pas mal chier en SVT quand j'étais au lycée. D'ailleurs j'ai fait L, donc c'est pas pour rien. Voilà. Et je trouve en fait que juste quand il y a quelque chose qui t'intéresse, c'est pas du tout pareil d'apprendre des choses par rapport à ça. Et je trouve du coup que ça va beaucoup mieux. Je veux dire, moi je suis très douée du coup en neuroanatomie. Je suis très douée du coup en bio. C'est vraiment les matières en fait qui m'intéressent le plus en physio, etc. Et j'ai pas de mal à retenir les choses. Il y a des choses évidemment qui sont pas évidentes parce que j'avais pas les bases, mais ça se rattrape. Et souvent aussi les universités font tout pour pouvoir rattraper ça et que ce soit clair pour à peu près tout le monde. Et sinon, si je sais vraiment pas quelque chose, Google est là et voilà, il y a énormément de données par rapport à ça. Donc je pense juste que si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est pas un problème. Voilà. Pour les statistiques, ça va vraiment dépendre finalement de tes conditions de t'aider. C'est-à-dire qu'il y a des cours du coup où il y a moins de gens, et autant quand j'étais à Nancy, j'étais dans une promo de 2000 élèves, du coup en TD on était 40. Donc c'était vraiment pas simple de répondre aux questions des gens, et voilà, mais du coup là où je suis, donc à Chambéry, on est beaucoup moins et on peut répondre aux questions, et du coup ça va beaucoup mieux. Donc c'est aussi un critère. Du coup j'espère que cette vidéo elle aide les gens à voir un petit peu plus clair dans qu'est-ce que c'est la psychologie. N'hésitez pas à lire des études par rapport à ça, à vous renseigner du coup sur les approches des chercheurs, si c'est des psychanalystes ou pas. Fuyez les psychanalystes, merci. Il y en a beaucoup en France malheureusement. Tout ça pour dire qu'il y a une véritable en fait diversité dans la psychologie, et qu'on essaie du coup de tendre à le plus de rigueur possible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'est frustrant de la finir. Il y a encore plein de choses que je pourrais dire, plein de choses que j'ai pas dites. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter cette vidéo, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.